Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Salut Li. Salut Pang. On est toujours sur le cours avancé. On est sur le samedi, on est sur la partie 2 qu'on finit bientôt. On va entamer la partie 3 qui est un tout petit peu plus courte. Et on est surtout sur les aspects hypnotiques que partage José jusqu'à présent. Là, on va entamer une petite réflexion autour de la relation entre l'esprit et le cerveau. La distinction entre l'esprit et le cerveau est fondamentale. Bon, ça, on est assez d'accord. Le cerveau est le maître du corps, mais l'esprit est le maître du cerveau. La formation du contrôle mental vise à enseigner au cerveau à entrer dans ses niveaux de conscience, mais une fois que l'esprit a expérimenté tout cela, nous pouvons aller de l'avant et faire cela sans nous soucier de ce que le cerveau fait. Donc, là, c'est intéressant. On parle des notions d'automatisation des États et cette dissociation. Elle est compliquée parce que aujourd'hui encore, on est en train de se poser la question de savoir où se trouve la conscience. Est-ce que la conscience est déjà dans le cerveau? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Les derniers papiers que j'avais lus là-dessus, ils disaient que ça y est, ils commencent à penser qu'ils ont trouvé une zone du cerveau qui émettrait la notion de conscience. Quoi, c'est pas qu'une zone, mais c'est un truc hyper complexe. En tout cas, pour José, lui, c'est deux choses distinctes. Et ça, je pense qu'on peut tous être d'accord. Hein, se dire, j'ai mon organe cerveau, mais ma conscience n'est pas forcément ça. D'ailleurs, tu vois, moi, c'est une réflexion que j'ai assez souvent et que je trouve complexe. C'est ton cerveau, il peut encore fonctionner, mais si tu prends par exemple des personnes qui perdent la tête, tu sais, qui commencent à avoir des démences par exemple, bah, pourtant leur cerveau fonctionne, alors différemment, mais ils n'ont plus conscience d'eux-mêmes. Pareil, tu vois, nous avec Alzheimer, avec plein de maladies dégénératives, les personnes, bien sûr, le cerveau, il fonctionne moins bien, mais c'est surtout la personne n'a plus conscience qu'elle est ce qu'elle est et elle a plus conscience de son identité en tant que telle. Et ça, c'est quand même très, très perturbant parce que dans l'absolu, le cerveau fonctionne moins bien, clairement. Hein, il y a une maladie, mais cette notion, je trouve, de conscience et cerveau est toujours associée, cette notion-là, à dire oui, mais on est notre cerveau. Moi, je suis très dans ce truc-là, hein, dire notre cerveau. Mais en même temps, tu te rends bien compte que il y a des moments, les personnes, c'est avec des chocs traumatiques aussi, avec des AVC, des personnes qui ont des problèmes à un moment donné, ils reviennent et c'est plus les mêmes, entre guillemets. Et les personnes disent, mais je ne le reconnais pas ou je ne reconnais plus cette personne-là. Et c'est très intéressant de se dire, tiens, du coup, ce n'est pas forcément le cerveau, mais du coup, la conscience, elle peut se modifier. Est-ce qu'on a conscience d'être nous? L'identité peut aussi varier, voire même disparaître tout en étant encore nous physiquement. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, alors c'est très intéressant quand on reste comme justement une théorie, justement à quel point est-ce que le cerveau influence l'esprit ou l'esprit fonctionne le cerveau et tout ça. Mais comme tu dis, quand on connaît quelqu'un qui a changé comme ça, qui semble avoir changé de personnalité dû à un problème du cerveau, donc on demande est-ce que l'esprit est vraiment maître du cerveau? Si tu permets, je vais te raconter un petit exemple d'une autre approche à ça. C'est métaphysique, mais quand même, à ce moment-là, ça m'a vraiment rassurée. Ma maman, qui était toujours une personne hyperactive, énergétique, intéressée partout, elle commençait à souffrir de démentie. C'était long, c'était progressif. Et chaque fois que j'allais en Australie pour visiter, je voyais de moins en moins ma maman. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que une conscience comme ça peut se diminuer? Et je regarde dans les yeux et c'est comme si la maison est vide, quoi. Elle m'a toujours vaguement reconnue, mais il n'y avait aucune réaction. Et je parlais de ça à... c'était un diplômé Sylvain, en fait, qui était ostéopathe. Il m'a dit, Lily, ne t'en fais pas, c'est pas ta maman qui diminue, c'est son cerveau. Mais ça, c'est parce qu'elle se prépare pour mourir et c'est comme si sa conscience est en train de se préparer en sortant petit à petit de son cerveau. Donc, comme s'il imaginait la conscience là et juste une toute petite partie qui habitait toujours le cerveau. Alors, je sais que
moi, je suis un peu plus métaphysique que toi, mais j'ai pu accepter ça parce que j'avais déjà lu des livres, mais vraiment par des forces scientifiques, sur les NDE, les Near-Death Experiences, où effectivement, la personne revient avec une conscience complète, pas simplement de l'autre côté, mais de tout ce qui s'est passé dans la salle d'opération, quand officiellement il était mort. Le cerveau ne fonctionnait pas. Il n'y avait aucune activité. Donc ça m'a aidé à être... Mais tout ce que je peux dire, c'est si c'est vrai ou non. Pour moi, quand j'ai vu ma maman comme ça m'a énormément rassurée. Donc j'ai parlé à elle comme si elle pourrait toujours me connecter avec, mais il y avait un blocage au niveau du cerveau, etc. Bon, voilà quand même. C'est juste une petite addition à la conversation. Ça ne prouve rien, mais pour moi, je n'avais même pas pensé à cette idée et ça m'a énormément rassurée et calmée et j'ai pu vraiment passer mes derniers moments avec ma maman en sentant qu'il y avait quand même une connexion. Alors, là encore, on n'a pas la réponse, hein, donc on est sur des hypothèses, on n'en sait rien. Ce qui est intéressant, c'est comment la science progresse là-dessus. On part sur des hypothèses et automatiquement on part sur des croyances. Et qu'importe, hein, l'idée, c'est que de toute façon, on n'a pas la réponse. Et même si un jour on l'a, il y aura toujours une autre croyance qui va aller au-delà de des faits qu'on pourrait nous apporter, puisque la croyance est très puissante. Ce qui est intéressant pour ceux qui aiment bien les NDE, donc Near Death Experiences, les expériences auprès de la mort, au plus près de la mort. Il y a pas mal de bouquins maintenant pour moi. J'aime bien les bases et un des premiers à avoir écrit dessus, c'était Raymond Moody. Et Moody a écrit pas mal de bouquins. C'est des vieux bouquins, hein. Maintenant c'est un peu obsolète, mais c'est lui qui s'est vraiment plongé dans cette notion-là, qui a voulu le rendre plus rationnel justement. Et aujourd'hui, il y a plein de super bouquins en français écrits par des Français qui sont très très bien sur les expériences de mort imminente ou toutes ces notions-là. Là encore, hein, à vous de vous faire votre opinion. Là, on a celui de José, et qui est intéressant parce que, pensez, c'est important pour nous qu'on ait la culture et la façon de penser de José, parce que ça nous permet de mieux comprendre pourquoi il a abordé telle ou telle chose dans la méthode. Et là, en l'occurrence, c'est intéressant parce qu'il fait ce rapport entre le cerveau et l'esprit, mais il dit bien qu'au bout d'un moment, il n'y a plus besoin d'aborder réellement l'idée, sachant qu'on a automatisé alors, ce qu'on pourrait dire par la transe, hein, par le niveau alpha, de se dire, bon, c'est bon, maintenant, il n'y a plus besoin d'efforts spécifiques à faire parce que ça s'est automatisé et ça fonctionne très bien comme ça. On a les retours qui nous intéressent et nous pouvons, comme il dit, hein, nous pouvons aller de l'avant sans nous soucier de ce que le cerveau fait. Dit autrement, en étant hyper pavlovien, vous savez très bien que quand on répète plein de fois le même geste, la même pensée, le même processus cognitif, au bout d'un moment, l'effort est moins important. Exemple le plus simple, regardez à quel point aujourd'hui lire est peu difficile pour vous. Je ne dis pas que ça n'est pas, mais c'est relativement simple. Lire quelques petites choses, etc. par-ci par-là. Je ne dis pas lire 3, 5 heures, 10 heures. Hein. Lire des choses, ça ne vous demande pas d'énergie, vous le faites naturellement. Prenez un enfant de 3, 4 ans, 5 ans, c'est un peu plus tard, 6 ans, 7 ans, qui apprend à à lire. Bah, pour lui, c'est très complexe. Et et on voit la complexité pour lui, c'est lettre par lettre ou syllabe par syllabe, son par son, et on voit que le cerveau là, il est en train d'apprendre, et après, bah, ça se fera automatiquement. Il n'est plus en train de se dire qu'est-ce que ça veut dire, comment ou pourquoi, et même comment je lis. Donc, c'est un peu le même principe. On peut rester sur ce côté très pavlovien. Je conditionne au fur et à mesure le cerveau à fonctionner dans un état avec l'esprit, en lien avec l'esprit. Et comme je l'ai répété, et n'oubliez pas, hein, moi je l'utilise maintenant beaucoup depuis qu'Ed l'avait partagé, mais parler des sessions de méditation active, là où on donne les messages, où vos instructeurs donnent les messages, il appelait ça les conditionnements. C'est les moments de conditionnement où toutes les instructions, Sylva, sont proposées. Donc la notion conditionnement est vraiment positive dans cette notion-là. C'est vraiment la notion de dire, on donne et on répète des processus, toujours les mêmes sémantiques, les mêmes phrases bénéfiques, les mêmes routines, avec des éléments en plus à chaque fois, pour que le cerveau se muscle dessus
et n'ait plus de difficulté à exploiter ou se réapproprier l'ensemble des méthodes. Tu es OK avec ça? Tout à fait. Oui. Et quand on a répété quelque chose beaucoup, comme tu dis, on n'a pas besoin d'y penser, c'est automatique. Donc, c'est le cerveau qui le fait et l'esprit n'est plus concerné, ou bien il peut s'occuper ailleurs. Mais tout le monde sait ça, par exemple, une petite tâche que tu as fait quand on lave la vaisselle, par exemple. On peut penser à plein d'autres choses dedans et puis, je suis arrivée à la fin de la vaisselle et la conscience était ailleurs, mais le corps a continué à laver la vaisselle, etc. On connaît tous cette expérience. D'ailleurs, conduire à une route qu'on connaît très bien, par exemple. Exactement. Mais c'est tous les exemples dissociatifs qu'en hypnose, on aime à appeler les trans du quotidien. Quand on donne un exemple la plupart du temps en hypnose, d'ailleurs, moi, c'était un des trucs au départ qui m'avait un peu agacé en hypnose, où quand tu disais, mais c'est quoi l'hypnose? Et les gens ne te répondaient pas en ce qu'étant l'hypnose d'un point de vue définition. Ils disaient, bon, le plus simple, c'est que tu t'imagines en train de conduire ta voiture et que tu ne vois pas la distance passer parce que ça fait 50 fois que tu fais le chemin, que tu le connais et que tu as d'autres problèmes dans ta tête. Et ils me donnaient des exemples plutôt que de me dire, non, mais attends, mais c'est quoi l'hypnose? C'est quoi la transe? C'est quoi? Et on est tellement habitué à cette notion qu'on dit, mais tu vois, c'est normal, c'est naturel. Oui, non, je comprends, mais je ne comprends toujours pas ce qu'est l'hypnose. Je comprends le phénomène, je comprends la transe, du coup, tu vas me dire, ok, ça m'est arrivé, mais je ne comprenais pas ce qu'était l'hypnose. Et c'est, moi, c'est surtout grâce au boulot de Jerry Kine, où j'avais trouvé que la définition était tellement bien de dire, c'est le contournement du facteur de critique. Je me disais, voilà, au moins j'ai une définition qui pour moi est claire. Après, il faut que tu comprennes ce qu'est le conscient, le subconscient, le facteur critique, mais j'avais un process et pas simplement l'hypnose, c'est un état que tu connais déjà, qui est en gros comme un daily trance. Et ouais, t'es gentil, mais pour moi, ça ne me définit pas ce que c'est. Je comprends ce que tu veux me dire parce que je l'ai vécu, mais ça ne me définit pas ce qu'est l'hypnose. Donc, toute cette notion du rapport dissociatif pour se dire l'esprit, le cerveau, et effectivement, quand le cerveau ou quand le corps est conditionné, quand il est prêt, il est habitué, l'esprit est dissocié. Et c'est exactement ce qu'on fait quand vous vous relaxez complètement, vous êtes en alpha, vous êtes complètement relaxé. Le corps, lui, c'est ce qu'il fait. Dissociation avec vous en train de parler à vos guides, vous en train de travailler sur le miroir de l'esprit, vous en train de faire le protocole d'une des méthodes, vous en train d'aller dans le labo, vous. Et là, il y a le corps qui vit sa vie, relâché. Votre cerveau qui vit aussi sa vie, vous êtes mis en alpha. Hein, on présume la notion qu'on est complètement en alpha. Et votre conscience, votre esprit, votre driver, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le leader intérieur qui, lui, ainsi on peut reprendre le mot très sympa de Burt, la conscience intérieure qui, elle, est en train d'orienter son cheminement, votre cheminement vers là où vous avez besoin à ce moment-là. Alors, fonctionnement cérébral. Donc, le cerveau est toujours actif et, ça c'est José qui dit, décharge de manière erratique. La synchronisation est nécessaire pour apprendre à fonctionner mentalement et psychologiquement à l'état alpha. Mais, une fois la compétence acquise, la synchronisation des ondes cérébrales n'est plus aussi importante. L'individu peut fonctionner psychiquement de toute façon. Donc, on est sur cette notion qu'on vient de voir il y a quelques instants. Intelligence indépendante du cerveau. Des expériences comme celle de Baxter. Donc, Baxter, c'était celui avec la feuille, non? C'était Laura de la feuille aussi, Baxter? Cliver Baxter. Kirlian, c'est Laura. Oui, alors Clive Baxter, c'était le polygraphe qui a fait boum quand la plante était stressée. Exact, voilà. Oui. C'était avec la plante aussi, mais c'était oui, voilà. Donc, des expériences comme celle de Clive Baxter sur les œufs, où un battement de cœur a été détecté sans système nerveux, suggère une intelligence qui n'est pas limitée par l'activité cérébrale. L'objectif est de pouvoir influencer le cerveau sans que celui-ci n'indique de manifestation physique. Ouais. Bon. Là, après, moi, je comprends la notion. Je suis en train de réfléchir en même temps à me dire, est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui n'ont pas de cerveau? Bah si, on peut reprendre les plantes. Hein. Tu prends des organismes qui n'ont pas de cerveau, donc pas de système neuronaux, et qui, on va prendre
n'importe quelle plante qui vont s'ouvrir quand le soleil arrive, se refermer quand il n'y a plus de soleil. On peut prendre les plantes là, qui mangent les moustiques et tout ça. Là. Il y a plein d'éléments, il n'y a pas de cerveau qui fonctionnent sans avoir besoin d'utiliser un cerveau. Donc, et qui vont apparemment être stressés à l'idée que quelqu'un va les faire mal. Oui, justement. Oui. La reconnaissance du stress, de la peur. Ces plantes, non, ça c'est assez passionnant, ça c'est assez génial. En fait, Baxter lui-même dit, mais on ne peut pas parler d'intelligence des plantes parce qu'ils n'ont pas de cerveau ou système. Et c'est pour ça qu'il a gardé simplement la notion de perception primaire. Donc, c'est en dessous de la conscience, mais c'est quand même une sorte de perception. Oui, voilà. Mais à quel moment est-ce qu'on développe la conscience? Oui, c'est ça. Végétal, animal, être humain, justement. Oui, parce que tu vois, même quand on parle de réflexe, avec une plante carnivore, donc tu mets une petite mouche, tu tiens une petite mouche qui est morte, tu lui mets, et tu vois vraiment la plante ouvrir, hop, et aller prendre. Et officiellement, elle n'a pas une perception de quoi que ce soit. Quoi. Si, elle a des perceptions du coup, mais il n'y a pas un réseau neuronal qui lui donne. Automatisé, oui. Et en plus, je me rappelle maintenant, quand on fait 303 et on explique qu'on va faire tous ces domaines différents, minéral, végétal, etc., on arrive à l'être humain et on dit, pendant qu'un animal, justement, il peut réagir, il peut bouger, mais un être humain, l'être humain, c'est conscient de son existence. Et pour Josie, c'est ça parce que nous sommes quand même dans le domaine animal, mais c'est ça qui nous distingue des animaux. On est conscient de notre existence. Il y a des gens qui vont lutter quand même que les animaux aussi, mais qui sait, on ne peut pas mesurer conscience. Ouais, mais justement, c'est tout le questionnement avec les personnes qui sont spécistes ou pas, qui vont dire oui, mais c'est pareil, ils ont des émotions et autres. Ce qu'on arrive au fur et à mesure à admettre, mais c'est la conscience du fait qu'il y ait une émotion. Et en fait, c'est la notion complexe qui est un schéma chimique, parce que notre émotion, 99% du temps, c'est de la chimie. Hein. Il y a quelque chose qui se passe en nous et ça nous crée quelque chose. Mais qu'on ait conscience, en fait, c'est la capacité de se mettre en méta, à pouvoir se dire, tiens, je suis dans telle logique, je vis ça et je vais avoir une décision de me laisser plonger dans cette émotion ou de refuser cette émotion. Alors que, pour l'instant, en tout cas, on n'arrive pas à le montrer sur les animaux. On peut dire, oui, mais les animaux ont une conscience parce qu'ils ont des émotions, parce qu'ils ont plein de choses. Oui, mais ils se mettent rarement en un ensemble d'éléments. Ils vont apprendre parfois un ensemble de réutilisation, pareil, de conditionnement, mais ce n'est pas un conditionnement qui va pouvoir être mis à plat. C'est juste quelque chose qui va s'inscrire dans une routine de survie par du temps qui va permettre à l'animal de se dire je ne passe pas par là parce que là, il y a des traces de je ne sais pas quoi et ça, c'est mon prédateur. Et l'odeur, mais peut-être parce que d'autres animaux sont morts et que de génération en génération, ça s'est su. Mais ce n'est pas nous qui pourrions anticiper à se dire tiens, on ne connaît pas cette trace-là d'un animal qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais été dans cet endroit-là. Et l'esprit humain a la capacité de se dire ok, sur l'ensemble des connaissances que j'ai, en regardant ce qui est en train de se passer maintenant, qu'est-ce que je peux projeter dans le futur et ramener dans mon présent, parce que c'est ça la force de l'humain, c'est d'aller dans le présent, passé et futur, pour me dire quelle décision je vais prendre. Et ça, c'est un des points hyper forts. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la dissociation qu'on est capable de faire, utiliser l'esprit, alors que le cerveau est en train de capter des éléments physiques et l'esprit qui est en train de cogiter et créer des hypothèses, d'où hypothalamus, le frontal, qui va à un moment donné nous permettre d'être dans l'anticipation du futur, qui a peut-être beaucoup pour les animaux. Oui. Alors, protection contre les influences négatives. Il est possible de programmer l'esprit. Donc là, on revient sur cette notion, on programme notre esprit à tout niveau de conscience alpha, θ, pour qu'il soit immunisé contre les pensées négatives et les influences
Et les mauvaises influences. Alors ça, c'est un des trucs qui est assez sympa dans la méthode, qui est beaucoup répétée, où justement, il y a cette suggestion de ne pas se laisser influencer, que les pensées négatives n'auront pas prise sur nous à aucun niveau que ce soit. Voilà, n'ont aucune influence sur moi à aucun niveau de conscience. Ouais. Et ça, c'est une des soi-disant phrases négatives qu'on a voulu enlever. Et moi, j'ai insisté que ça reste parce que je trouve que c'est hyper important. Elle est géniale, cette phrase. Elle est géniale. Oui, je comprends parce qu'elle est dite de façon négative ou blabla, mais pas du tout. En fait, moi, je ne sais pas, c'est une de celles que je préfère. Te dire, à aucun niveau de conscience, tu vas avoir cet impact. Ça ne veut pas dire que tu l'entends pas, ça ne veut pas dire que même toi, tu ne peux pas te le dire. Sauf que vous savez que si nous, on se le dit, on fait annule, cancel, pour se recadrer et se dire, OK, j'admets que je viens de dire un truc négatif, je l'annule le plus vite possible parce que je ne veux pas que les éléments négatifs ne deviennent et créer une alternative. Mais d'un autre côté, et ça aussi c'est intéressant, c'est les autres ou les influences négatives, se dire elles n'ont pas l'impact, ou je ne leur laisse pas, je n'autorise pas un impact important ou aussi important, et donc le négatif ne doit pas me pourrir ma vie. Ah, d'ailleurs, attends, d'ailleurs, ce matin, j'ai fait ça sur quoi? Bon, sur un des groupes que j'ai sur Facebook, si je cherche pas mal, je suis souvent en train de chercher s'il y a des avancées dans notre domaine en hypnose, en psycho, etc. Et ce matin, je suis tombé sur un article qui a été édité, qui est une méta-analyse de juin 2025 sur les nocebo. Nocebo, je vous rappelle, vous connaissez le placebo, c'est faire croire au cerveau qu'il y a un ensemble de bénéfices positifs à la prise d'un médicament ou un rituel qui amènerait un feedback donc positif. Le nocebo, c'est l'inverse, c'est dire l'ensemble des éléments négatifs qui pourraient arriver et qui deviennent alors que le produit qu'on a pris est complètement neutre. Donc, aussi bien en placebo qu'en nocebo, logiquement, il ne devrait rien se passer. Sauf qu'on sait que ça se passe. Là, on est sur ce principe du négatif. Ils ont prouvé que les nocebo sont plus puissants que les placebos, que l'impact sur le négatif crée beaucoup plus facilement une réalisation par la personne. C'est-à-dire que les personnes ont les symptômes négatifs plus longtemps, plus rapidement, plus facilement en nocebo qu'en placebo. Ce qui prouve, mais on le sait, on a un biais de négativité, c'est-à-dire notre cerveau est orienté à voir le négatif et à prévoir le négatif, justement pour éviter de tomber dedans. Mais le fait de le prévoir, c'est-à-dire de penser au négatif et de se focaliser dessus, c'est potentiellement déjà en train de le créer, autosuggestion, et avoir un impact du négatif sur nous. Et c'est en ça où c'est hyper important quand on dit éviter de penser négatif ou éviter de voir que tout va mal se passer, parce qu'il y a plus de chances que vous créiez les conditions pour que ça se passe mal, même si la condition initiale était neutre. Je sens que ça va être pourri ces vacances, ou ça va être pourri ce truc-là, ou ça va pas être bon ça. Il y a 80% de chances, alors je ne sais plus les stats, mais il y a beaucoup de chances que ça devienne ce que vous pensiez, alors que l'élément est neutre à la base. Il n'est pas bien, il est neutre. Donc, d'où l'importance. Et là, c'est vrai que je pense que c'est important d'insister dessus, de travailler ou de vous dire la suggestion. Le négatif ne m'impacte à aucun niveau de conscience. Le négatif, rien ne m'impacte. Parce que, bien sûr que ça va travailler un peu, mais l'idée serait que ça ne doit pas vous affecter, surtout si, à la base, ce n'est pas encore négatif, c'est neutre. Et cet élément-là est intéressant avec les placebos et les nocebo, parce que le médoc, c'est rien, c'est du sucre, ça ne fera rien. Et on est capable de colorer ces choses-là. Alors imaginez toutes les choses qui sont un peu négatives, qu'on démultiplie comme étant une catastrophe, et les trucs positifs qu'on pourrait démultiplier pour que ce soit quelque chose de cool. Voire les négatifs, on pourrait les démultiplier pour que ce soit bien, pas forcément incroyable, mais bien. Et c'est là où on voit l'impact de l'esprit du cerveau pour la création et le vécu, et le retour de ce vécu sur nous, et qui peut modifier complètement notre façon de vivre la vie et de percevoir et d'être impacté par la vie. Donc ça, passionnant, la notion de nocebo. Oh oui, absolument. Une saturation de ces protections peut servir de bouclier, tandis que ceux qui n'ont pas cette profondeur de saturation restent des victimes. Alors c'est amusant le mot saturation. Se saturer de
En gros, en hypnose, on a un principe qui est confusion-saturation. C'est ce qu'on appelle une induction, mais ça peut être aussi un principe des suggestions. Je peux saturer de suggestions quelqu'un. Si je vous dis de répéter 300 fois, aucune influence négative n'a d'impact sur moi, à aucun niveau que ce soit. J'ai un bouclier des impacts négatifs. Ou j'ai un bouclier du négatif. On fait de plus en plus simple. Je suis protégé du négatif. Je suis protégé. Je vous le fais répéter. Je vous dis, c'est votre mantra. Eh bien, là, vous saturez votre cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et là, on revient à ce qu'on disait au début de la vidéo, il y a un moment, votre cerveau va répéter ce que vous dites, votre esprit ne fera même plus attention à ce que vous dites, et ça sera cette espèce de routine. Comme quand quelqu'un vous dit comment ça va, de mieux en mieux, c'est quelque chose qui devient presque un instinct. Alors parfois, ça manque un peu de conscientisation. Donc au début, soyez focalisés sur ce que vous dites. Et une fois que vous l'avez ressenti, perçu, et qu'à chaque fois que vous êtes en train de vous le dire, vous sentez que vous êtes focalisé dessus et bien dedans, vous continuez à le répéter. Puis au bout d'un moment, vous serez moins focalisé. Mais la répétition amènera à la saturation, c'est-à-dire à la surexploitation de la suggestion avec le rapport émotionnel initial qui devrait amener un feedback qui est plus positif. Et les Joseph Murphy, les Coué, les José, c'était un peu un des principes de on sature des suggestions positives par des images positives, par des routines positives, et on les sature pour, en gros, si on sature, on ne laisse pas la place à ce qui n'est pas positif, ce qui n'est pas constructif, prendre place à l'intérieur de nous. Tu es d'accord avec ça, Ali? Et les moments où moi j'ai entendu José parler de saturation, en fait, c'était de ça qu'il parlait. Parce que les gens demandaient pourquoi on répète toujours les mêmes phrases des dizaines de fois. On les a déjà entendues. Et non, parce que chaque fois que tu répètes, tu es dans ta transe alpha. Mais chaque fois que tu es à un niveau un tout petit peu différent. Donc, il dit, chaque fois qu'on répète, on répète, chaque fois que tu es à un niveau légèrement différent, donc tu satures tous les niveaux de ta conscience. Donc, c'est ça qu'il voulait dire par saturer. Pas simplement stocker dans une petite papier, saturer à tous les niveaux. J'ai beaucoup aimé cette idée. Là sur le cours, il disait donc la saturation de ces protections fait référence à un programme mental profond et étendu visant à protéger l'individu des pensées négatives et des influences extérieures. Le but est de saturer le mental avec une programmation qui garantit que les pensées négatives n'auront aucune influence à quelque niveau que ce soit. Cette programmation est conçue pour être appliquée à tous les niveaux de l'esprit accessibles, en particulier. Donc là, on revient à ce que tu dis, en particulier les niveaux alpha et theta, et agit comme un mécanisme automatique de survie et de protection. Et souvenez-vous, le mécanisme de survie, c'est un élément que José met énormément en avant. Il vise à construire un bouclier mental contre les influences indirectes et les expériences potentiellement néfastes. Il est souligné que si une personne ne possède pas cette profondeur et cette saturation de programmation protectrice, elle est plus vulnérable. Voilà. Donc, en gros, autoprotection ininterrompue et automatique. Donc, d'où l'intérêt vraiment de se le répéter, de ne pas hésiter à en faire votre pilule du matin, à se dire, vous faites votre méditation du matin et puis vous dites, quoi qu'il arrive dans la journée, ça peut être vraiment un de vos mantras. Rien de ce qui va se passer dans la journée n'aura un impact négatif sur moi. Rien, je ne laisse pas. Je ne laisse pas cette possibilité-là. Et attention, ça ne veut pas dire, je vais nier la réalité de ce qui se passe. C'est se dire, s'il y a un problème, ça devient un projet de solution. C'est tout. C'est pas dire ouais mais non la vie elle est facile, c'est cool, tout est beau. Non, ça c'est nier. C'est de se dire ok ça c'est pas cool, je sens que ça pourrait me faire quelque chose, je réagis directement, je me laisse pas aller vers quelque chose de négatif, je me dis ok comment je peux faire pour avoir une solution à ce problème-là, comment je vais pouvoir créer une dynamique qui me permet de ne pas revivre ça ou limiter ça ou trouver une solution à ça. Et n'oubliez pas, c'est un des points clés de la méthode, c'est un système pour trouver des solutions. Oui. Donc, gérer ce qui pourrait être négatif. On va s'arrêter là pour la première partie de notre podcast du jour. Si je rappelle, pour le mois d'août, la méthode Silva avec Lily, je crois que le cours est complet. Donc là, ce coup-ci, ça ne va pas être possible. Par contre, souvenez-vous, en septembre, va y avoir le début du process
hypnose, donc hypnovision, puis ultérieurement tout ce qui est hypnose avancée et NGH. Et il y aura, je pense, aussi week-end hypnotique. Tu le feras aussi d'ici la fin de l'année? Week-end hypnotique. Oui, absolument. Tout le protocole pour le NGH qui commence avec Hypnovision, c'est cette année. Oui. Okay. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur hypnovision.net. Bien sûr, pour ceux qui veulent se former juste aux bases, n'hésitez pas à contacter les instructeurs Silva qu'il y a dans vos régions, que ce soit en Belgique, en Suisse et ou en France. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one.